Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, Vincent Gann pour vous retrouver pour cette émission Wall Street Insider. Alors aujourd'hui 14h15, pourquoi? Parce que l'essentiel des statistiques qui comptent sont publiées entre 14h et 14h30 aujourd'hui. Cependant, je vous rappelle, et ça vous avez dû en faire l'expérience le week-end prochain, le week-end dernier, pardon, nous sommes passés à l'heure d'été. C'était le cas aux États-Unis depuis le début du mois. Bref, Wall Street ouvre à nouveau à 15h30 heure de Paris. Donc voilà, on n'attendait pas d'ouverture de Wall Street d'ici 12 minutes. Alors, concrètement, depuis ce matin, dans le Good Morning CAC 40, nous avons étudié les configurations graphiques du CAC, du DAX et de la paire euro-dollar. Par rapport à l'argumentaire technique que j'ai pu déployer ce matin, rien n'a changé. Dans le morning meeting, nous avons parlé des paires en dollars majeurs et de quelques actifs autres. Cet après-midi, comme convenu, nous allons nous concentrer sur les indices boursiers US et sur les métaux précieux et sur un tour d'horizon des paires de devises à l'aide des graphiques intraday H4. Et globalement, à travers ces trois émissions, j'aurai couvert aujourd'hui l'essentiel des actifs de marché. Ensuite, ce n'est pas terminé puisqu'à 16h, vous pourrez assister en temps réel à un rapport Ishimoku, donc présenté par Karen Pellwal, et à 18h, un webinaire sur la meilleure façon, step by step, d'identifier les seuils techniques intraday. Donc là, on se basera essentiellement sur des graphiques en dessous de l'horizon de temps horaire, du 15 minutes, du 30 minutes. Bref, c'est quelque chose que vous allez découvrir tout à l'heure à 14h30. Alors, vous avez pu prendre connaissance de l'avertissement légal. Je vous rappelle que vous êtes en train de vivre une semaine très importante sur les marchés financiers. D'une part parce que c'est la semaine de tous les dangers pour la Grèce. Le gouvernement grec a tout simplement épuisé ses réserves financières. Le gouvernement grec n'est pas en mesure, en fin de semaine, de payer les salaires des fonctionnaires. Le gouvernement grec attend le déblocage d'une tranche d'aide promise par l'Union européenne, le FMI, une tranche d'aide de 7 milliards d'euros qui sera débloquée si les réformes structurelles présentées par le gouvernement d'Alexis Tsipras samedi dernier sont validées par Bruxelles, par l'Union européenne, par le FMI, lors d'une réunion prévue mercredi prochain. Donc en clair, d'ici mercredi prochain, eh bien, l'attentisme va rester fort. Concrètement, on peut constater que le marché est globalement optimiste. Je vous invite aujourd'hui à observer la hiérarchie sectorielle sur les marchés à actions zone européen. C'est le secteur financier qui mène la danse et qui permet entre autres aux indices CAC 40, IBEX et MIB d'avoir aujourd'hui un comportement technique tout à fait haussier. À 14 heures, il y a quelques minutes donc, des chiffres relatifs au régime des prix en Allemagne au mois de mars ont été publiés. Ils sont globalement solides. En tout cas, nous sommes toujours dans cette perspective de voir une accélération des agrégats d'activité économique au sein de la zone euro. C'est mesuré par un certain nombre de choses. On a eu donc là ces chiffres préliminaires de l'inflation en Allemagne. On aura demain le même type de statistiques pour l'ensemble de la zone euro. Je vous rappelle qu'en France, la confiance des ménages est à son plus haut niveau depuis l'année 2010. Et enfin que le gouvernement italien a, il y a quelques heures, relevé ses perspectives de croissance économique pour l'année 2015. Bref, l'euphorie zone européenne continue et elle est en place depuis le 1er janvier. Le Dow et le SP500 ont une performance annuelle de 0. Le CAC a une performance annuelle d'environ 18%. Et quant aux métaux précieux, notamment l'once d'or, il a une performance annuelle de 0%. Alors en effet, vous avez remarqué que j'ai un accent légèrement nasal aujourd'hui. La faute, je dirais, à ce temps et à tout un tas de choses. Bref, peu importe, le principal c'est que le commentaire de marché soit audible. Donc comme promis, on se concentre cet après-midi sur les indices boursiers US et sur les métaux précieux. Alors pourquoi les métaux précieux? Pourquoi est-ce important cette semaine? Parce que c'est une semaine de NFP. Le marché du travail est probablement le baromètre le plus suivi par la Réserve fédérale des États-Unis pour déterminer les perspectives de sa politique monétaire. Bon, la plateforme est en train de bugger, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. On parlera donc des métaux précieux, on parlera de l'once d'or. J'ai pris le temps, juste avant le point de marché, de vous préparer un article sur l'once d'or, vous rappelant notamment l'articulation importante entre d'une part le prix des métaux précieux et les anticipations d'inflation, et d'autre part entre le prix des métaux précieux et la dynamique du dollar américain sur le marché d'échange.
Vous avez notamment ici un graphique qui juxtapose les chandeliers japonais du XAU-USD et les chandeliers japonais du dollar US. La tendance haussière du dollar américain reste le facteur cadre des actifs de marché et plus que jamais le facteur cadre de la dynamique de l'once d'or. Alors, avant d'étudier des charts intraday, laissez-moi simplement vous présenter ici un graphique en temps réel, hein, en données journalières du XAU-USD, bon, tout simplement le prix de l'once d'or en dollars américains, pour constater que la reprise technique qui a eu lieu ici entre le 18 mars et le 26 mars s'est terminée par ce chandelier du jeudi 26 mars, avec une ombre haute relativement importante. Les cassures fonctionnent bien sur l'once d'or. Les chandeliers japonais ont généralement aussi un enseignement convaincant, et cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu un chandelier dont l'ombre supérieure est en amplitude plus importante que la taille du corps. Bref, le rejet a eu lieu ici sous cette résistance à 1205 $, qui correspond à ce que j'appelle ici l'apex. L'apex, c'est quoi? C'est le point de convergence de deux lignes obliques. Donc concrètement, rappelez-vous ici, les cours étaient sortis par l'eau d'une configuration triangulaire. Bref, ils ont bloqué là, ça rejette. Et j'ai mis juste en dessous ici la dynamique du dollar US qui, elle, reste haussière, puisque le dollar américain a tout simplement préservé son premier support que vous pouvez voir ici, ou encore sur un graphique un peu plus long terme que je vais vous montrer ici. Le dollar US, c'est un graphique que j'ai posté dans l'analyse de l'once d'or qui est sur le site. Vous constatez ici que la ligne de tendance haussière sur le dollar US est préservée. D'autre part, je vous rappelle comment fonctionne l'interprétation graphique de l'indicateur technique RSI. Dans un grand marché haussier, cet oscillateur évolue entre 50, qui est la neutralité, et 80. Dans les phases de tendance haussière marquées, la zone de surachat n'est pas délimitée par le niveau des 70, mais par le niveau des 80. En clair, le dollar US reste, avec sa tendance haussière, le facteur technique dominant. Les tendances haussières sur les actions zone européenne restent puissamment actives. Toutes les stratégies de contre-tendance sont menées à l'échec. Et c'est un fait, et c'est ce que vous rappellent à nouveau les marchés depuis jeudi dernier. Donc, essayez réellement de ne pas vous enfermer, même en intraday, dans des scénarios de contre-tendance. Cela réduit clairement les probabilités de succès de vos stratégies de trading. L'once d'or rejette donc, et fort à parier que ces perspectives sont plutôt négatives d'ici vendredi prochain et la publication du rapport NFP au titre du mois de mars, mais publié le vendredi 3 avril. J'avais envisagé sur l'argent une résistance à 17,30 $, résistance à 17,30 $ qui bloque les cours. Vous aviez ici un chandelier tout à fait intéressant, proche d'ailleurs de ce qu'on pourrait appeler une shooting star ici, sur le XAG-USD. Chandelier vendeur sous la première résistance des 17,30 $. Là aussi, je pense que les probabilités désormais sont à un retour sur ce support-là ici, sur les cours de l'argent. Donc on va affiner sur des chandeliers H4, mais voilà en tout cas pour les graphiques en données journalières que je souhaitais vous montrer. Sur les marchés actions US, j'avais mis en évidence à l'aide des graphiques en données journalières, des ranges, qui fonctionnent bien sur ces marchés actions US. Depuis la fin de la semaine dernière, les marchés actions US qui sont globalement flats depuis le début de l'année. Laissez-moi vous rappeler les performances depuis le 1er janvier. Year to date, c'est tout simplement le taux de variation standard entre le point de clôture d'une séance, pardonnez-moi, j'ai vraiment le nez pris, et le point de clôture du 31 décembre. Le Nasdaq gagne 3%, le Dow et le SP sont globalement à 0. Il n'empêche que les configurations techniques ne sont pas déplaisantes. Vous avez ici sur le SP500 un range entre le support à 2040 points et cette oblique. Je pense que cette semaine le SP500 peut rejoindre les 2100 points. Et vous avez sur le dos ce type de configuration, peut-être une forme de canal, chartiste, voire de drapeau, après ce mât haussier ici. Bref, nous avons eu un joli marteau qui a été construit au-dessus des 17 560 points. Je pense que le Dow Jones cette semaine peut rejoindre les 18 000 points. Donc 2100 points en target cette semaine sur le SP500, 18 000 points en cible cette semaine sur l'indice Dow Jones des valeurs industrielles. Sur le Nasdaq, c'est pareil, mais c'est plus sympathique. Le compartiment technologique américain surperforme, donc la zone dollar. Je vous rappelle qu'on ne peut pas comparer
en bourse les choux et les carottes. En clair, vous devez, pour comparer les actifs financiers, les construire dans la même devise, sinon cela n'a pas de sens. On peut donc comparer le Nasdaq, le SP et le Dow, puisqu'ils sont tous trois libellés en dollars US. Avec un dollar US, un Nasdaq 100 qui a préservé ce support ici à 4290 points. Bon, concrètement, on avait 50% de retracement. Moi, j'estime que le Nasdaq 100 évolue aussi dans un range ici, et que le marché ayant proposé jeudi dernier une configuration en chandelier japonais en marteau au-dessus de la partie basse du range, je pense désormais que nous pouvons rejoindre la résistance à 4480 cette semaine. Donc 2100 points sur le SP500, 18 000 points sur le Dow Jones, 4480 sur le Nasdaq 100. Vous avez ici les 3 CFD qui sont disponibles sur la plateforme. Voilà quelque chose qui est crédible selon l'analyse technique. Des statistiques américaines sont publiées d'ailleurs dans 2 minutes. Elles sont globalement importantes à suivre. Pourquoi est-ce important de les suivre? Parce que je vous rappelle que vous avez 2 indicateurs d'inflation qui sont suivis. L'indice des prix à la consommation, le CPI, ou aux États-Unis, l'indice des prix qui est calculé par le département du commerce et qui est essentiellement basé sur les dépenses de consommation des ménages. Donc c'est notre approche. Il s'appelle le PCE. Et il est suivi par la Fed. C'est pourquoi c'est important de le suivre. Et cet indice des prix PCE, la version Core, hors alimentation, hors énergie, pardon, donc les éléments les plus volatiles, est attendu à 1,3%. Généralement, la Fed se base essentiellement sur le PCE. Alors qu'au sein de la zone euro, en zone sterling, etc., on se base sur le CPI. Donc voilà, ça ce sont des chiffres qui tombent à 14h30 et que je vous invite à suivre. Bon, vous l'avez compris, c'est une semaine importante pour le dollar américain, puisque le point d'orgue de la semaine, au-delà de l'étude des réformes proposées par le gouvernement grec mercredi à Bruxelles, cela reste essentiellement le rapport NFP aux États-Unis. C'est pourquoi je pense que vous devez bien comprendre l'articulation entre l'évolution du dollar américain, les grands indices boursiers US et les métaux précieux. Quelque chose qui est assez limpide et que j'ai tenté de vous rappeler ici à l'aide des chandeliers japonais journaliers. Voilà donc pour la première partie de ce webinaire. Maintenant on bascule sur, comme promis, le tour d'horizon des graphiques intraday en données 4 heures. Une disposition graphique d'ailleurs que je vous mettrai à disposition sur notre forum dans l'après-midi. 1,4% pour l'indice des prix Core PCE établi par le département du commerce aux États-Unis. 1,4%, c'est supérieur aux attentes et c'est clairement de nature à soutenir le dollar américain en amont d'un rapport NFP qui lui aussi est attendu globalement solide. Alors voici le dollar US qui justement évolue non loin de ses plus hauts. Il y a plusieurs façons de suivre la dynamique du dollar américain. Vous avez naturellement notre indice Dow Jones FXM Dollar Index. Je vous l'ai présenté ce matin en vous expliquant que le dernier signal technique avait été donné à la cassure ici des 11 962 points. Et je visais cette semaine une hausse ici en direction des 12 080. On y va tranquillement, on est à 12 038. Et là, nous venons de prendre connaissance de statistiques qui sont tout à fait de nature à soutenir le dollar américain. C'est un bon chiffre, hein, 1,4% pour l'indice des prix PCE. Je vous rappelle qu'il s'agit de l'indice des prix qui est le plus suivi par la Réserve fédérale des États-Unis. D'autre part, le revenu des ménages a été révisé en hausse aux États-Unis à l'instant, là, au mois de janvier. Donc voilà, bon, globalement, les chiffres soutiennent la dynamique ascendante du dollar américain, ce qui ne manquera pas d'exercer une pression sur la paire euro-dollar. Je vous rappelle que la paire euro-dollar évolue dans un range intraday délimité non pas par des indicateurs techniques intraday, mais délimité par, ici, deux éléments importants en Ichimoku, Tenkan et Kijun en données journalières. Vous avez la possibilité avec la plateforme d'apposer ces deux bornes de prix en données journalières, quand bien même vous vous situez sur un graphique intraday. Double-cliquez sur l'indicateur Data Source et là vous sélectionnez D1. Voici donc les bornes de prix que je vous invite à surveiller ce matin. Les bougies japonaises ont donné 4 heures ici de l'euro-dollar et un cross euro-dollar qui est donc enfermé entre 1,0820 et 1,0930. Tant que les statistiques US seront solides et tant que la Banque Centrale Européenne continuera de déployer ses programmes monétaires, et vous êtes actuellement en train de vivre la 4e semaine
du programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, fort à parier que l'euro restera sous pression. Pourquoi? Parce que le prix des actifs financiers est basé sur l'offre et la demande, l'articulation entre l'offre et la demande. La Banque Centrale Européenne nous a rappelé jeudi dernier que l'ensemble de ces programmes monétaires avait créé une inflexion sur la courbe de la liquidité excédentaire en euros sur le marché monétaire. Plus une monnaie est abondante, plus son prix diminue. Donc jusque là, c'est pas compliqué. Donc sur l'euro-dollar, le risque il est clairement une cassure de support. Et si nous avions une clôture H4 sur l'euro-dollar qui était réalisée sous le niveau de prix ici des 1,0820 $, c'est une paire de devises qui pourrait tendre en direction des 1,07 $ cette semaine. Pour le moment donc, on est toujours enfermé dans ce range et le dollar US reste puissamment haussier. Bon, faut admettre que là, les stats du jour, elles sont quand même bien bullish pour le dollar US. Alors l'once d'or, il est sous pression, bon, vous l'avez compris. Ici c'est un graphique en données 4 heures, mais je vous ai montré tout à l'heure un graphique en données journalières qui est quand même beaucoup plus pertinent pour comprendre pourquoi les cours ont rejeté sous les 1220 $. C'est un graphique voilà, qui est disponible ici sur notre site. Si jamais cet article vous intéresse, je vous en donne le lien. Donc je l'ai appelé once d'or sous pression en cette semaine cruciale de NFP. Vous allez me dire que j'ai pas été très original. C'est une semaine importante, on l'a tous compris, et le NFP c'est vendredi. J'ai pas voulu réellement faire compliqué pour le titre. Mais bon voilà, j'ai tenté de vous rappeler ça. Et notamment ce chart ici. Avec ce chandelier journalier particulièrement vendeur. Donc, XAU-USD, pourquoi cet actif est sous pression? Première raison, vous pouvez faire un tour, un panorama des anticipations d'inflation dans les grandes zones économiques mondiales. Elles sont plutôt faibles, ou en tout cas en deçà des principaux objectifs des banques centrales majeures. Bon, là j'avoue qu'on a un chiffre de l'indice des prix PC aux États-Unis en février qui est pas mal. Mais étant donné qu'il soutient USD, XAUUSD est sous pression. Le XAUUSD il a cassé cette ligne de tendance. Bon, ça voilà, c'est propre. Il n'y a pas trop de difficultés. À cela s'ajoute ici une cassure de ligne de tendance sur l'indicateur technique RSI, qui est généralement précurseur des cassures sur les prix. Le scénario le plus probable, je dirais, d'ici le rapport NFP, c'est de voir un XAUUSD et un XAGUSD toujours sous pression. Je pense que c'est ce que nous pouvons ici envisager. Et il existe désormais une première résistance ici à 1200 $ sur les cours du gold. Bon, les indices boursiers, j'en ai parlé assez largement ce matin. C'est bullish depuis jeudi dernier, les configurations en drapeau. Si vous suivez mon compte Twitter, j'ai tweeté en fin de matinée un graphique de l'indice Eurostoxx 50. Vous avez le DAX ici en données 4 heures. On est sorti par le haut ce matin d'un drapeau. C'est juste hyper bullish. Donc après voilà, si vous voulez adopter des stratégies de vente, vous pouvez. Mais je pense que eu égard à cette dynamique et à cette analyse technique, les stratégies de vente sont globalement en danger, à moins qu'elles soient réellement réalisées en intraday pur. Mais je pense que là, le scénario le plus probable, c'est de voir un DAX rejoindre les 12 200 points cette semaine. Et ce, désormais, tant qu'il se situera au-dessus du premier support, qui s'établit ici à 11 950 points. Alors, jetez simplement aujourd'hui un œil à la hiérarchie titre du CAC 40. Je vais vous donner aujourd'hui les principaux performeurs du CAC 40. Peugeot, Valeo, Renault. J'imagine que vous savez toutes et tous à quel secteur d'activité ces titres appartiennent. Le secteur automobile, qui est le secteur industriel le plus porteur, n'est pas anodin aujourd'hui que lorsque vous observez les marchés actions européens redémarrer, de voir les secteurs annuellement les plus porteurs redémarrer. Le fait que Peugeot gagne 53% depuis le début de l'année n'empêche pas le titre de prendre 3%. Le fait de voir le CAC gagner 18% depuis le début de l'année ne m'invite absolument pas à défendre les scénarios vendeurs à contre-tendance. Le CAC peut très bien gagner 50% cette année. Aucun problème à ça. Voilà donc sur les indices boursiers européens. Bon, j'ai parlé des autres indices boursiers globalement depuis le début.
les points de marché que je vous propose depuis ce matin. Bon, le Bund, c'est globalement haussier, même si sa dynamique s'est neutralisée. On redémarre depuis le lundi 9 mars et l'engagement du programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Globalement, les rendements obligataires au sein de la zone euro, ils restent sur des niveaux bas. Le rendement allemand à 10 ans, j'ai vu, il était à 0,21. L'OAT en France, 0,50. En Espagne, en Italie, on est toujours autour du 1,30. Même le Portugal emprunte moins cher que les États-Unis, 1,75. Bon, il n'y a que les rendements grecs qui sont sous pression, mais la Grèce, c'est autre chose. Mais autant vous dire que si les réformes structurelles euh, présentées par le gouvernement de Tsipras samedi sont validées par Bruxelles mercredi, le rendement obligataire grec, il va se détendre. Ce qui pourrait d'ailleurs libérer aussi un potentiel d'appréciation sur le Bund. Pour le moment, ce marché s'établit dans un range compris entre 156 et 160. On peut logiquement rejoindre la partie haute de ce range qui s'établit à 160. Et je viserai 164 lorsque les cours seront sortis par le haut du range 156-160. Aujourd'hui, vous avez aussi le secteur bancaire qui performe bien au sein de la zone euro. Donc voilà. Globalement, il y a des bons résultats qui ont récemment été proposés par les titres bancaires, et notamment français. Je regardais notamment encore les résultats de Crédit Agricole qui ont été rendus publics la semaine dernière. Voilà pourquoi Crédit Agricole gagne 30% depuis le début de l'année. Bon bref, les valeurs bancaires sont bien présentées dans le CAC, bien pondérées dans le CAC 40, ce qui permet finalement à ce marché d'avancer. Le CAC, il a proposé un marteau journalier donc jeudi dernier. Les cours ont réalisé ce matin la cible théorique du marteau qui s'établissait à 5086 points. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est fait. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie d'envisager des stratégies de vente sur ce marché. Et j'ai envie de dire que après étude des chandeliers japonais journaliers de l'indice Eurostoxx 50, le risque est haussier sur le CAC 40. Et le risque est à une cassure haussière de la résistance à 5105 points. Avec derrière, si le CAC franchit les 5105 points, eh bien la possibilité de voir ce marché rejoindre, je pense, voilà, pourquoi pas les 5200 points, les 5200 points, mais pour cela, voilà, il va falloir vraiment réaliser une cassure haussière des 5100 points. Moi, je conserve de toute façon un biais positif au-dessus du premier support qui s'établit ici à 5048 points sur notre CFD FRA 40. Bon, le GBP CAD, vous avez une alerte sur notre site. Je pense que le GBP CAD il va tenir pour de bon le support ici à 1,8528. Je vous invite à exploiter les tests du support ici compris entre 1,8660 et 1,8680 pour vous placer long. Le GBP CAD, il y a du potentiel. Je pense qu'on peut aller à 1,90 lors des prochaines semaines. Vous ne placez pas non plus n'importe comment. L'analyse technique invite à exploiter 1,8660, 1,8680 pour se placer. Il y en a une autre qui me plaît beaucoup, c'est le GBP AUD. Je vous en avais déjà parlé ce matin. Le problème, c'est de prendre le train en marche. C'est hyper complexe. Par contre, il y avait la possibilité de le faire la semaine dernière. On a exactement reproduit le scénario qui s'est déployé entre le 19 janvier et le 22 janvier ici sur le GBP AUD. On a tenu cette ligne de tendance haussière. On a réalisé une cassure haussière de cette oblique de résistance. Ça part, ça relance, objectif 2, je sais pas quoi. Bref, c'est bien reparti pour aller plus haut. Vous avez un zoom ici sur les bougies japonaises en données 4 heures du Nasdaq 100. Voilà, on s'établit dans ce range 4290, 4480. Et je pense que là, le potentiel est tout à fait attractif. Quant à l'USD Yen, je vous ai expliqué ce matin que ce marché avait donc bien tenu le support ici à 118,30. Formation d'un support à nouveau ici à 119. Mais qu'au-dessus des 119, c'est un marché qui peut rejoindre les 120, les 120,60. C'est globalement un objectif que j'établis en amont du NFP. Le NFP c'est vendredi. Je pense que d'ici vendredi, nous avons la possibilité de voir l'USD Yen pousser jusqu'à 120,60. À l'image de voir US Dollar Index pousser jusqu'à 12 080. Et si nous voyons US Dollar Index pousser jusqu'à 12 080, le risque sur la paire euro-dollar,
c'est finalement de sortir par le bas de ce range qui s'établit entre la Tenkan et la Kijun. Ici on donnait 4 heures. Pour le moment c'est vrai qu'on n'en est pas sorti, mais voilà, sous la Kijun, je pense que le risque est une cassure de la Tenkan. Et à ce moment-là, se replier en direction des 1,07 $, 1,0680, 1,07 $ cette semaine. Alors les paires majeures, je les ai évoquées ce matin, notamment le risque de voir la UD-USD retomber vers ses récents plus bas. Idem pour le NZD-USD. L'USD4 c'est un range 1,2380, 1,28. Non, réellement, je vous invite à vous concentrer sur le GBP-CAD et la UD-CAD. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Le GBP-CAD, il est selon moi vraiment sorti de cette phase de range ici, qui aura duré longtemps. On peut presque finalement y voir une forme de structure en biseau ici. Donc voilà, moi je suis globalement, je pense qu'on est vraiment sorti par de cette configuration. Et je serais pas surpris qu'on vienne chercher ici les 1,90. Donc l'idée c'est d'exploiter 1,8660, 1,8680 pour se placer. Le management est à votre discrétion, mais je n'aimerais pas voir ce marché rebasculer sous 1,86, ce qui peut être à ce moment-là une façon de délimiter un range, un stop de protection, pardon. Autant pour moi. Alors, je vais répondre à vos questions. Alors, Alain41, donc en effet, je poste votre commentaire. Euh, donc en effet, hein, Alain41, je me reconnais pas dans ce type de stratégie. En visiteur, la Grèce n'est-ce pas fait pour détourner de nos propres problèmes? La Grèce c'est un vrai souci dans le sens où les secteurs financiers zone européen y est quand même bien exposé. Enfin bien exposé c'est relatif. Mais globalement il en va des anticipations vis-à-vis de l'euro. Ça va être important tout de même. C'est important tout de même, il y a quand même des sommes qui sont en jeu. Après voilà, remettons les choses dans leur contexte. C'est pas l'Allemagne, c'est pas la France, c'est pas l'Italie. Mais ça fait partie des catalyseurs pour le marché. Hein. Ça fait partie des catalyseurs importants. Alors, Jack Vince. Quand le dollar grimpe, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre le rendement obligataire du Bund et son prix surtout et la dynamique du dollar US. Vous aurez beaucoup de mal à trouver une corrélation spécifique. Donc vous pouvez les analyser, je dirais, de manière indépendante. Voilà, donc désormais, il y a un nouveau support ici qui s'établit sur le... Ce qui pourrait être intéressant d'ailleurs sur le US Dollar Index ici, c'est d'appliquer justement la fameuse Kijun Daily à l'image de ce qu'on fait sur l'eurodoll. Je vais la mettre pour voir. Donc là, je vais basculer en D1, voilà, hop, impeccable. La voici. Donc là, vous constatez tout de même que le dollar US, vous avez la Kijun D1 sur notre CFD. Bon, là, on rebascule, on repasse au-dessus de tous ces... je suis bien en D1 là, voilà, ouais. On repasse au-dessus de Tenkan Kijun. Donc là, concrètement, voilà, on s'apprête finalement à donner vraiment un signal de hausse du doll en direction au moins des 12 080. Donc voilà, franchement, j'éviterais de me mettre en face de cette dynamique haussière du dollar US qui exerce une pression, notamment sur les dollars des antipodes. Et je pense vraiment que l'USD Yen a du potentiel à la hausse. De la même façon, l'USD-CAD évoluant dans un range entre 1,2380 et 1,28, étant donné que l'USD-CAD vient de rebondir dans la partie basse de son range, la target c'est à nouveau 1,28 cette semaine. Donc je pense que l'USD-CAD est tout à fait en mesure de rejoindre les 1,28. Tout comme je pense que le GBP-CAD peut rejoindre les 1,90 cette semaine. Oui, vous avez tout à fait compris.
le cours, le prix du Bund est affecté par plusieurs programmes monétaires de la Banque Centrale Européenne. Alors j'avais ici écrit un article la semaine dernière, synthèse des programmes monétaires de la Banque Centrale Européenne, en tentant de vous expliquer le lien avec le prix des obligations d'État. Donc si ça vous intéresse, voici cet article, je vous invite à cliquer dessus. Je vous ai mis le lien dans le chat à 14h47, où je vous explique voilà, les différents programmes de monétaire de la Banque Centrale Européenne et l'impact que cela peut avoir sur le prix notamment donc du Bund. Bah, mes cibles en fait par fil, bonjour par fil. Je vous rappelle que les indices boursiers de la zone euro, notamment le DAX, le CAC 40, Total Gross Return et de nombreux marchés, évoluent sur leur sommet historique. Donc il n'y a pas de rapport passé. Le DAX évolue sur ses sommets historiques. En effet, le CAC, on peut utiliser des niveaux de résistance de l'année 2008. Moi, je pense que le CAC, les objectifs, dès lors qu'on franchit une résistance, c'est tout simplement la prochaine. Après, il y a un niveau quand même que je surveille sur l'Eurostoxx 50, c'est 3800 points. Mais je pense que cette année, l'Eurostoxx 50 pourrait aller chercher les 4000 points. Si l'Eurostoxx 50 va en effet chercher ces 4000 points, cela permet d'envisager un CAC 40 allant chercher 5400 points cette année. Ce qui me semble tout à fait dans l'ordre du possible d'aller chercher 5400 points. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Désolé donc pour la durée du point de marché. J'ai quelques difficultés d'élocution aujourd'hui. Ça ira mieux demain. Mais ce n'est pas fini. Rapport hebdomadaire Ishimoku à 16h. À 18h, un webinaire sur la meilleure façon d'identifier les seuils techniques qui comptent en intraday. C'est-à-dire sur des horizons de temps très courts, horaires, 30 minutes, 15 minutes. Voilà, ce sont les prochains rendez-vous donc à 16h tout à l'heure pour un point spécial Ishimoku.